Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Mathieu Ruiz. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton cheminement pour arriver à la teinture végétale ? Oui, avec plaisir. Alors moi je m'appelle Mathieu Ruiz, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je pense que j'en aurai peut-être 30 au moment de la diffusion. Donc je suis designer et artisan. Je le vis bien, ça va, je le vis bien, les 30 ans. Donc je suis designer et artisan et j'habite à Paris et j'ai créé ma marque de vêtements qui aujourd'hui porte mon nom, Mathieu Ruiz, mais qui auparavant s'appelait Fresh. Donc, comme en français, F-R-A-I-C-H-E. Donc en gros, mon parcours, donc moi je suis né à Montpellier, j'ai vécu 7 ans dans le sud de la France. Ensuite, je suis arrivé dans un petit village de Moselle, près de l'Alsace, qui s'appelle Mittelbronn, où j'ai passé mon adolescence. Ensuite, j'ai fait une licence d'art appliqué design à l'université de Strasbourg. Donc, en fait, c'est des licences. Donc, le parcours universitaire en design il est assez rare. À l'époque, il y avait Strasbourg, il y avait Nîmes. Je suis tombé un peu par hasard dedans. À l'époque, enfin, je dis à l'époque parce que peut-être que ça a changé entre-temps. Mais il y avait beaucoup de mises à niveau qui devaient se faire, les fameuses MANA, pour entrer dans des écoles d'art ou de design. Et j'avais été pris à aucune. Et en fait, en 4e ou 5e choix, j'avais l'université des arts de Strasbourg avec l'option art appliqué, mais je ne savais absolument pas ce que ça signifiait. Et en fait, je me rends compte en y entrant que en fait, art appliqué, c'est le nom français pour dire design. Donc j'y fais 3 ans. J'ai une spécialisation en mode et en communication. Et pendant mes années à la fac, je crée la marque Fresh. Alors en fait, au début, c'est plus un prétexte pour créer, pour développer mon univers, pour communiquer un petit peu avec le monde, parce que initialement, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je prends beaucoup plus facilement la parole en public, c'était quelque chose qui était assez compliqué pour moi de communiquer de manière large. C'est peut-être pour ça aussi que je fais beaucoup de communication maintenant, pour pallier un peu à ça. Et en fait, j'avais besoin de m'exprimer de cette manière-là. Et pour moi, faire de la mode, il fallait forcément créer une marque, créer une entreprise, une auto-entreprise à l'époque. Je pensais pas du tout, en tout cas, je ne savais pas. J'étais très très ignorant et naïf, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, sur ce monde-là de l'entrepreneuriat et de la mode et de la création de manière large. Du coup, dans ma tête, il fallait forcément créer une entreprise si on veut vendre le premier t-shirt à 20 €. Donc voilà, je passe un peu par ça. C'est un peu, alors c'est pas une erreur, mais c'est pas vraiment ce que je conseille s'il y a des gens qui veulent créer leur entreprise, leur projet, tester des produits, essayer de vendre un peu à droite à gauche à vos amis, à vos cousins, à votre famille. Et ensuite, si ça tient la route, faites le truc un peu plus sérieusement. Si le fisc m'entend, zappez cette partie. Mais grosso modo, ouais, j'ai commencé comme ça. Donc du coup, pareil, dépôt de la marque Fresh, etc. à l'INPI. J'avais 18 ans, j'étais en première année de fac. Et voilà, je commence comme ça, je commence sans rien savoir, donc je me dis, ok, comment on fait un t-shirt, comment on fait la sérigraphie, rien à voir avec la teinture, je vais passer un peu vite, mais rien à voir avec la teinture, ça fait aussi partie de mon cheminement. Donc au début, je faisais la sérigraphie moi-même, donc je m'étais acheté un cadre, les encres, etc. J'avais tout appris avec YouTube et Internet. Donc tout sur le tas, la couture pareil, les étiquettes, les écussons. On brodait les écussons avec ma mère, parce que du coup, à l'époque, il y avait des boutiques qui commençaient à m'appeler justement pour revendre chez eux. Donc pareil, à cette époque, je savais pas du tout à quel prix fallait vendre un t-shirt qui était vendu, je crois, 30 €. À combien je le vends à la boutique, par exemple. Et aujourd'hui, ces notions, ça paraît évident, mais c'est des choses que quand on tape sur Google, c'est quoi la marge quand on vend dans une boutique? Bon, aujourd'hui, je peux vous la dire pour les personnes qui s'intéressent. Généralement, c'est entre 2 et 2,5, entre 2 et 3, même ça va dépendre. Mais grosso modo, si je vends le t-shirt à 10 € à une boutique, elle va le vendre après 25 €. Donc ça veut dire que sur les 10 € auxquels je vends à la boutique, il va falloir que
au minimum, j'essaye de faire au moins 50% de marge. J'entre direct dans le dur avec les chiffres, hein. Mais voilà, Non, mais ça c'est veut bien. dire que sur les 10 euros, 10 euros auxquels je vais vendre à la boutique, il faut que je me fasse une marge parce que si j'en vends 200 pièces et qu'en fait je touche rien sur les 10 euros pièces que je vends, ok, c'est cool d'avoir son produit dans une boutique, dans la vitrine ou ailleurs, mais au final, on se rend compte que en fait tout ça pour ça parce que c'est quand même beaucoup de travail, surtout au départ quand on fait beaucoup de choses soi-même. Voilà, première expérience, donc c'est super cool qu'on me fasse confiance. Et en fait, ça s'enchaîne un petit peu. Donc, on est encore en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Je vais un peu vite sur ces années-là. Donc, en fait, ça commence par des t-shirts, ensuite il y a des sweatshirts, il y a des casquettes, etc. J'essaie de produire, alors pas forcément localement, mais en tout cas avec des intermédiaires le plus local possible, parce que j'ai pas du tout de notion là-dessus. Donc, du coup, je vais un peu sur les fabricants que je trouve un peu sur Internet. Je fais mes erreurs, mais faire ces erreurs, c'est aussi avancer. Sérigraphie, je suis plus en artisanal. Enfin, en tout cas, je les fais plus moi-même. Je passe par quelqu'un parce que du coup, les quantités sont trop importantes. Et en 4-5 ans, j'ai à peu près une dizaine de revendeurs sur toute la France et 4 ou 5 plateformes en ligne qui revendent. Grosso modo, alors ça va des petites boutiques à des plus grosses, des petites plateformes à des plus grosses. Ça va, et puis ça, les chiffres d'affaires, ça varie. En fait, ça peut être, je crois, la plus belle année, c'était 40 ou 50 000 de CA. Et sachant qu'en fait, moi, c'est pas vraiment mes produits à moi qui se vendaient. Je t'explique. C'est en fait, je travaillais avec des plateformes de on va dire de art shop qui revendaient mes illustrations qu'ils imprimaient sur des vêtements. Donc en fait, moi, je leur fournissais le fichier Illustrator, le fichier informatique. Et ensuite, eux, en fonction à la commande, en fait, hein, si toi t'achetais un t-shirt ou un sweat avec mon illustration, ils me reversaient une commission. Ce qui faisait que c'était principalement ça ma source de revenus. Les boutiques de vente, finalement, c'était intéressant, mais en termes de bénéfices purs, c'était pas ce qui rapportait le plus, parce que forcément, peut-être je me sentais pas légitime, ou j'avais pas encore les épaules, et j'étais pas assez mature sur ce niveau-là pour imposer un prix juste, tout simplement. C'est-à-dire que le prix auquel je vendais, je crois qu'à l'époque, je faisais même pas x2. Je faisais x 1,5, x 1,8. Donc, ce qui était assez ridicule. Mais en même temps, il faut passer par là pour savoir qu'en fait, c'est pas ces marges-là. Enfin, il y a plein d'étapes. Voilà, là, on arrive en 2015-2016. Là, je me rends compte que je veux faire un truc un peu plus créatif parce que moi, je grandis en même temps. Je suis plus à la fac. Je commence à travailler en freelance pour des magasins de vêtements, pour des événements en communication visuelle. Je commence à faire les vitrines, je commence à faire de l'architecture d'intérieur. J'aide un petit peu pour les achats. Donc ça, c'est à chaque fois, c'est toujours à Strasbourg. C'est vraiment dans des petits boutiques locales, des petits commerçants locaux mais qui ont quand même pignon sur rue à Strasbourg. Et en fait, comment c'est venu, c'est qu'en fait, en fait, la même technique que quand j'avais 15 ans, quand j'étais DJ, c'est la même technique que j'utilise encore aujourd'hui. À l'époque, pour l'anecdote, je suis arrivé dans un bar avec mon ordinateur. Je leur ai dit salut, je suis DJ, j'ai un ordinateur. Est-ce que tu veux me faire un test pour une soirée? Et j'avais qu'un ordinateur aujourd'hui. Un DJ, ça a des platines, ça a des messages, etc. Et il m'a dit ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé c'est comme ça en fait. Et donc en fait, toutes les rencontres que j'ai pu faire ou les boutiques avec lesquelles j'ai travaillé, c'est uniquement comme ça. Ça s'est fait par hasard, par chance. Chacun y voit ce qu'il veut. En tout cas, c'est des hasards, c'est des chances que j'ai essayé de provoquer. Donc voilà, quand je travaille avec les boutiques, c'est que je suis allé toquer à la porte. Salut, en fait, j'ai une marque de vêtements. Est-ce que tu veux vendre mes t-shirts? Ben ouais, si tu veux, mets tes t-shirts dans le fond. On prend une commission. À l'époque, c'était en dépôt-vente. Je fonctionnais pas beaucoup en dépôt-vente. Hein. C'était une des seules boutiques avec lesquelles je bossais en dépôt-vente, mais parce que j'avais en tête, ok, là c'est du dépôt-vente, ça m'arrange pas, mais je sais qu'après, t'es pas très fort en communication, je te l'ai pas dit comme ça, mais je vais essayer de t'aider là-dessus, et c'est comme ça qu'on a travaillé, et c'est comme ça que finalement les relations se sont faites. Et en fait, il se trouve que le commerçant de la boutique, en fait, il habitait derrière chez mes parents dans le petit village, et qu'en fait, je l'ai connu en tant que gérant de sa boutique. Donc, ces petites rencontres comme ça qui sont intéressantes. Et au final, ensuite, en 2015, j'ai 22 ans. Là, j'arrive au printemps. Pareil, concours de circonstances. Je loue une voiture de particulier à particulier. Il se trouve que la personne à qui je loue la voiture
et directeur marketing du Printemps. Il cherche quelqu'un pour gérer la côté visual merchandising du Printemps à Strasbourg. Et donc, j'entre comme ça en tant que visual merchandiser pour être quelques mois plus tard passer responsable d'équipe du magasin. Donc, grosso modo, un visual merchandising, c'est un mot qui n'est pas tellement connu dans le domaine, pour le commun des mortels, entre guillemets. Mais c'est une part importante du retail parce que, en fait, c'est tout ce qui va être la mise en valeur des produits. Et dans un grand magasin comme le Printemps, c'est très très large. Ça va de comment est-ce qu'on communique les informations de base aux clients, la signalétique, comment est-ce qu'on communique sur les vitrines, comment est-ce qu'on communique avec la mode, donc le stylisme, le mannequin, la scénographie, la mise en avant des collections, la cohérence avec l'ADN du groupe ou de l'entreprise, mais aussi avec la stratégie commerciale. Donc finalement, moi j'avais 22 ans à l'époque, je prends une équipe, j'avais 3 personnes dans mon équipe qui avaient toutes 30 ans de plus que moi, mais ça s'est bien passé. Et premier défi managérial, entrepreneurial, ou en tout cas presque intrapreneurial, et aussi stylistique, parce que finalement mon œil devient beaucoup plus exigeant. Je commence à faire des moodboards beaucoup plus précis. On s'inspire vraiment des Fashion Week, très clairement. Et comment est-ce qu'on retransmet une énergie qu'on a vue chez Gucci, par exemple, comment est-ce qu'on la retranscrit avec des marques plus accessibles, puisqu'on ne vendait pas Gucci, en tout cas pas dans le magasin de Strasbourg, pas dans les grandes villes en région. Voilà, c'était le premier défi, mais finalement, moi, ça allait aussi avec mon parcours de designer. Je suis passé très vite là-dessus. Moi, en tant que designer, aujourd'hui, j'essaie d'avoir une approche assez sociologique. C'est-à-dire que du coup, je vais à chaque fois analyser à qui est destiné le message, à qui est destiné le produit que je fais, comment est-ce qu'il va être perçu, comment est-ce que le message peut être le plus juste possible par rapport aux attentes de la personne et par rapport à qui sont ces personnes-là. Donc même si moi, par exemple, je prends l'exemple du Printemps, si il faut absolument que je cartographie qui est la clientèle, qui passe dans ce magasin, qui touche mon produit pour voir comment est-ce que je vais le présenter. Et ça, c'est quelque chose, des notions de design assez élémentaires qui pour moi sont vraiment les fondements assez théoriques et c'est la force un peu de l'enseignement théorique que j'ai eu. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une faiblesse parce que j'avais moins de pratique que les autres, toi qui as fait des écoles de mode notamment. Et finalement, c'est assez une force parce que du coup, ça me permet vraiment d'analyser, de comprendre qui j'ai en face de moi pour lui proposer, non pas de lui vendre au maximum, mais l'idée de lui proposer quelque chose qui soit en cohérence avec ce qu'il attend. Si c'est quelque chose lié à la vente, tant mieux. Si c'est un autre chose, un banc public par exemple, pour qu'il soit bien assis dans le parc, ce serait un banc public. Voilà, donc ça c'est en 2015. Okay. J'y suis jusqu'en 2018 à Strasbourg et en 2018 j'arrive à Paris. À partir de là, grosso modo, Fresh, donc c'est en parallèle, il y a plein de parallèles, donc il faut un peu construire sa vision en deux. J'ai mon côté vraiment vie professionnelle, on va dire, en tant que salarié, et la vie entrepreneuriale à côté. Fresh, à ce moment-là, du coup, je commence moi à grandir en termes de maturité, en termes d'ambition stylistique, en termes d'ambition créative, et le style que je commence à créer, je vois qu'il convient plus tellement aux boutiques avec lesquelles je travaillais, qui finalement étaient assez, pas simple, enfin simple dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'était des essentiels du vestiaire, des basiques, et moi je voulais être un petit peu moins basique, un peu plus personnel, et forcément ça coinçait, donc au fur et à mesure j'ai commencé à perdre un peu ces boutiques-là, mais ça me dérangeait pas parce que j'étais salarié à côté, ça me dérangeait pas, en tout cas je réalisais pas qu'il fallait le combler, et donc pendant ce temps-là je fais des choses plus créatives, mais qui me rapportent rien financièrement, vraiment je gagnais zéro, ça me coûtait beaucoup plus que ça me rapportait. D'ailleurs, tout ce que j'ai gagné en fait pendant les années précédentes où j'ai plutôt pas mal gagné en termes de bénéfices, finalement pendant les 2-3 ans où j'ai essayé de faire des choses créatives et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, parce que j'avais pas le recul nécessaire, parce que j'avais pas, en fait, tout ce qui était marketing commercial, j'ai aussi appris sur le tas. Et en fait, j'ai un peu liquidé tout ce que j'avais de côté dans ces essais créatifs qui ont été une superbe expérience, mais finalement en termes de rentabilité, c'était pas au rendez-vous. La seule chose qui était intéressante, c'est que du coup, il y a pas mal de stylistes et de magazines. Quand je dis pas mal, ça se compte sur les doigts d'une main, mais c'est quand même bien pour mon échelle. Donc ça, c'était intéressant pour l'estime de soi, mais ça vendait pas. Donc c'est toujours, voilà, là, ça m'a appris qu'il fallait aussi avoir une balance entre ce que j'ai dans la tête, ce qui peut être intéressant d'un point de vue créatif, et aussi ce que le niveau, alors non pas le niveau des gens, mais on a toujours, forcément, on est toujours beaucoup plus avancé dans ce qu'on veut dans sa tête
parce qu'on est seul avec soi-même, donc forcément, nous, on se comprend. Mais la personne en face de nous, elle aura beau être la plus cultivée sur le domaine dans lequel on est, il faut toujours se poser la question, ok, est-ce que je vais être compris par qui, par combien de personnes? Donc ça, c'était aussi une petite claque, entre guillemets, à ce niveau-là. Donc là, on est en 2018, j'arrive à Paris grâce au printemps, parce que du coup, je me fais muter, parce que je me rends compte que en termes de style, c'est beaucoup plus simple en termes de direction artistique, dans le milieu artistique, milieu mode à Paris, il y a beaucoup plus de portes finalement. En tout cas, de mon œil novice de l'extérieur, c'est ce que je me disais. Et en même temps, ça me faisait peur, parce que moi, je viens d'un petit village, il y a 700 habitants, et déjà Strasbourg, c'était une montagne, alors Paris, encore plus. La même énergie que quand j'allais dans ce bar où je connaissais pas, et je dis salut, je viens avec mon ordinateur, je vais être DJ. J'aborde tout de cette manière-là. C'est un mélange un petit peu de naïveté et en même temps de culot et d'excès d'orgueil. Parfois, je me force à avoir des excès d'orgueil qui n'est pas spécialement ma nature, pour justement oser faire des choses que j'aurais peut-être pas osé si je m'écoutais trop, en fait. Tout ça pour dire qu'en fait, avec ces années-là, je me suis rendu compte que j'ai pas mal produit, que j'avais du stock quand j'avais du stock encore chez mes parents. C'était pas grand chose, c'était 4-5 cartons, mais à l'échelle de la cave de mes parents et de mon ancienne chambre dans le garage, c'était beaucoup. Donc je me suis dit, imagine à l'échelle d'un H&M, imagine à l'échelle d'un Zara ou même d'un Louis Vuitton. C'est énorme. Et à l'époque, j'étais seul. Alors, à l'époque, j'étais avec une personne qui m'aidait pour la photo, mais sinon, je faisais tout seul, c'est-à-dire la logistique, la création, le commerce, l'envoi, etc. Tout, je faisais tout seul. Le site internet, les retouches photos, les vidéos, enfin vraiment de A à Z. Tout simplement, pourquoi? Non pas parce que je voulais tout faire, mais parce que au départ, j'étais passé par des personnes. Voilà, je passe par un ami qui est en école d'informatique pour me faire le site. Je passe par quelqu'un que je connais qui fait des photos que je trouve cool sur sa page Facebook, etc. Et à chaque fois, je paye des personnes pour ça, qui c'est pas grand chose, c'est 200-300 euros. Mais pour moi, 200-300 euros, c'était énorme à l'époque. C'était vraiment un investissement. Et j'étais à chaque fois déçu, en tout cas pas assez satisfait du niveau d'exigence, forcément, qu'ils avaient mis. En même temps, moi, je me rendais pas compte qu'ils étaient pas bien payés, que 200-300 euros, c'est pas très bien payé pour un shooting photo d'e-commerce. Et je me suis dit, c'est quoi, je vais le faire moi-même. Et c'est un peu comme ça. Donc du coup, je l'ai fait moi-même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est moi qui prends encore une fois toutes mes photos, toutes mes vidéos. C'est moi qui fais le site internet. Ça va beaucoup plus rapide parce que forcément, mon œil est beaucoup plus aiguisé, j'ai beaucoup plus d'automatisme et j'ai du matériel un peu mieux, etc. Mais effectivement, ça me permet d'être autodidacte sur pas mal de choses. Voilà, et donc du coup, de ce stock un petit peu que j'avais, et de cette situation-là que j'avais quand j'arrive à Paris, 2018, j'avais quel âge? Je suis né en 93, j'avais 25 ans. En fait, je me dis, il faut que je trouve quelque chose de différent. Quelque chose qui plus sain, tout d'abord pour moi, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais seul, j'avais une expérience dernières années qui m'avait créé pas mal de frustration créative. J'avais créé pas mal de choses, j'avais tenté des choses avec des influenceurs, des machins, etc. Ça n'avait pas du tout marché, ou en tout cas pas du tout rentable, en tout cas de ce que je voulais. Et j'avais dépensé beaucoup d'énergie. Je voulais trouver quelque chose qui puisse à la fois être intéressant en termes de créativité. Je voulais pas retourner à faire des choses trop simples, qui étaient trop la facilité, mais même si je savais que en recontactant les boutiques avec qui je travaillais, je pouvais trouver preneur, c'est pas ce que je voulais. En même temps, je voulais que ça soit flexible, donc du coup pour moi, en termes de logistique, en termes d'entrepreneuriat, parce que du coup, moi, j'arrive à Paris avec des loyers qui sont les loyers parisiens, donc moi, j'avais pas du tout d'argent. Donc en gros, je me suis dit, ok, comment je peux faire sans argent, sans place, parce que je n'ai pas de place du tout chez moi. Voilà, et en même temps, apporter quelque chose de différent, de nouveau. En tant que designer, je me suis posé la question, ok, à quoi ça sert une marque de vêtements? Il y en a déjà 25 000. À quoi ça sert d'en avoir une de plus? Mais si c'est une de plus, est-ce que à quoi elle va servir? Qu'est-ce que ça va apporter de différent, de nouveau? Est-ce que ça, voilà, c'est un peu ça les questions, les problématiques de départ. Du coup, je découvre un peu la teinture par hasard en me disant, mais là du coup qui n'est pas naturelle, vraiment la teinture dans le sens large du terme, en me disant ça peut être cool parce que du coup je peux commander des vêtements blancs. Et si le lundi on m'achète du vert, je le teins en vert. Si le mercredi on m'achète du bleu, je peux le teindre en bleu. Je faisais déjà la couture des étiquettes, je faisais déjà un peu de couture de personnalisation. Je n'ai pas un niveau énorme en couture, mais je me débrouille pour faire du prototypage. Donc je fais un peu de couture, je fais de la sérigraphie, je faisais du transfert sérigraphique, donc c'est un peu un dérivé de la sérigraphie qui justement est plus simple en termes de flux tendu. C'est-à-dire qu'en fait
Le transfert sérigraphique, rapidement, c'est de la sérigraphie, donc de l'encre sérigraphique qui est imprimée sur des planches de papier. Et ensuite, ces planches de papier-là sont chauffées avec une presse à chaud. Ça peut se faire avec un fer à repasser de manière un peu archaïque, mais avec une presse à chaud à 160 degrés, ce qui permet en fait, donc moi j'ai mes planches et je les mets n'importe où. C'est-à-dire que tu m'achètes un t-shirt, je l'imprime le lundi. Si on m'en rachète pas avant un mois, bah, je peux faire une seule impression. Contrairement à la sérigraphie, où du coup c'est beaucoup plus lourd en termes de process, même si c'est simple, où du coup il faut mettre ton cadre, passer l'encre, etc. Tu peux pas sortir ta machine de sérigraphie pour une pièce. Enfin, tu peux, mais c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Donc voilà, il fallait que je trouve une solution à ça. Et le transfert sérigraphique m'aidait bien à ce niveau-là. Donc du coup, j'avais les étiquettes, j'avais la couture, j'avais l'impression. La production, j'arrivais à la gérer en petite quantité. J'avais des usines avec lesquelles je travaille encore qui arrivaient à avoir des petites productions. Et je me suis dit, ça peut être cool de gérer la couleur. Donc c'est vraiment parti de là. C'est vraiment une ambition, en tout cas une volonté logistique et de flexibilité personnelle. C'est de là que c'est parti. Et en même temps, créativement, je trouvais que le côté tie and dye était intéressant. Ça revenait pas mal avec, à l'époque, l'essor de Coachella, les festivals, un peu chaque année. Et je me dis, en fait, ok, c'est cool les Américains ce qu'ils font, ça fait un peu mal aux yeux. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu plus minimaliste, un peu plus doux, un peu plus travaillé. Alors travailler pas dans le sens tie and dye parce que souvent c'est assez minutieux, ça prend beaucoup de temps, mais dans le sens un petit peu plus comment dire ça sans mettre de jugement de valeur sur leur magnifique travail coloré, un peu plus subtil. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas un peu plus, alors pas français, mais voilà un peu plus subtil et un peu voilà. Donc du coup je me suis dit qu'il y a quelque chose à explorer là-dedans en tout cas. Et donc du coup je commence mes premiers essais en teinture synthétique avec ce qu'on trouve dans le commerce. Alors pas vraiment dans le commerce grand public, mais c'était RIT, R-I-T, RIT Dye qui sont connus aux États-Unis pour faire tie and dye. Alors je vous déconseille, ça tient pas trop au lavage. Pourtant même si ça tient, mais c'est pas privilégié à teinture naturelle, ça tient beaucoup mieux. mais en tout cas voilà, je fais mes premiers essais dans ma baignoire, etc. Et c'est cool en termes de style. Moi je trouve ça intéressant, mais je sens que chimiquement c'est quand même pas très sain. Et pareil là, je me dis en fait déjà moi dans ma salle de bain avec ma bassine, avec mon verre, déjà moi les vapeurs c'est un peu bizarre. Donc déjà à la longue sur plusieurs années, j'imagine pas les risques. Et ensuite je me dis pareil comme H&M il y a 5 ans quand je me disais avec mes cartons. Je disais, mais imagine à l'échelle d'une multinationale ou à l'échelle d'une usine. Et encore là, les teintures que j'achetais, elles étaient certifiées REACH ou certifiées CE, etc. Donc c'était quand même entre guillemets encadré, hein, même si c'est nocif et que c'est du pétrole, mais c'était quand même pas les pires. Donc bref, et je me dis, est-ce que y a pas mieux, on peut pas chercher autre chose? Et je trouve pas vraiment de solution. En fait, je cherche pas trop, parce que je suis aussi dans le truc où j'aimerais bien commencer à sortir un truc, etc. Donc, en fait, il y a plein de sujets en même temps. Quand on est entrepreneur, il y a le sujet créatif, il y a le sujet de la recherche de logistique, de comment est-ce qu'on réalise ce qu'on a en tête, combien ça va nous coûter. Parce que si je fais les choses à la main, il fallait que ça soit rentable. Même si c'était synthétique comme teinture, c'était quand même artisanal finalement. Même les tie and dye, il fallait que ça passait du temps. Je passais peut-être c'était minimum 30 à 40 minutes par produit, ce qui est beaucoup en fait. Hein. Même dans le côté teinture, donc tie and dye, donc pliage, préparation, pliage, essorage, rinçage, etc., repassage, étiquette, impression. Enfin voilà, finalement tout ça c'est beaucoup de travail. Donc aussi à chaque fois que j'essaie de faire un mouvement vers l'avant, il y a cette question, ok, combien ça me coûte, combien ça me rapporte, quel stock je peux faire, comment est-ce que je le vends, comment je le vends pas, etc. Pendant que je commence à faire mes recherches, je croise par hasard en fait le directeur du printemps à Paris, qui en fait est l'ancien directeur du printemps de Strasbourg. Et il me dit, Mathieu, je sais que tu fais des vêtements, moi j'ai un espace qui me libère, ça tombe bien que tu passes parce que du coup j'ai pensé à toi, est-ce que t'as pas du stock pour en gros utiliser l'espace? Je pense entre nous, il savait ce que je faisais, il savait que c'était bien, même s'il connaissait pas l'actualité la plus chaude. Et du coup, il voulait un peu que j'utilise son espace. Et moi, je dis, ouais, si tu veux, on y va, etc. Moi, je suis partant. C'est pour quand? On était en juin. Il me dit, c'est pour septembre. Là, on est en 2019. Et à l'époque, en fait, j'avais rien. J'avais même pas un prototype, un shooting photo. Et je sors de là et je viens de dire oui à 20 mètres carrés dans un printemps.
Et à l'époque, j'avais toujours pas d'argent, tu vois. Et donc du coup, enfin en tout cas, juste ce qu'il faut pour vivre mais pas pour investir dans parce que Ouais. quand t'es en magasin, Dans un projet. ouais, c'est en magasin, c'est alors pour ça aujourd'hui que du coup, je suis beaucoup plus restrictif sur là où je suis revendu et je fais toujours très attention. C'est parce qu'en fait, c'est pas du flux tendu. T'arrives, il faut que t'aies 2 S, 2 M, 2 L, 2 XL dans chaque couleur, Bah ouais. chaque motif, etc. Grosso modo, moi, j'avais essayé de chiffrer ça ça coûtait 1500 euros, ce qui pour moi était beaucoup à l'époque. J'avais clairement pas cet argent-là. Par contre, j'avais un loyer qui était à 1200. Et à l'époque, je me dis, ok, ça veut dire si je paye pas le loyer, je peux faire le pop-up au printemps. Donc en fait, j'ai pas payé mon loyer du mois d'août pour pouvoir financer la collection en septembre en me disant, bah en fait, avec ce que je vais gagner en septembre, je payerai en retard le loyer. Chose qui ne s'est pas vraiment passée parce que du coup, j'ai pas rentabilisé à 100% le truc. Bon, après, je me suis débrouillé pour payer le loyer. Mais finalement, je regrette pas aujourd'hui d'avoir pris un peu ce risque, enfin, ce risque-là. Pour l'époque, c'était un risque. Après, tout dépend de la notion de risque. Mais ouais, c'était quand même quelque chose d'assez stressant. Mais en même temps, je me disais, c'est peut-être une étape à pas louper parce que je savais que, en fait, au-delà de, et d'ailleurs, à toutes les personnes auxquelles aujourd'hui un grand magasin, qu'un grand magasin contacte, c'est bien. Printemps, en fait, sur un CV, c'est comme moi aujourd'hui sur un CV, parce que j'y ai travaillé, même sur un CV de marque ou sur un CV d'entrepreneur ou de projet, c'est intéressant. Galerie Lafayette, c'est pareil. À l'époque, je l'avais vendu aux Galeries Lafayette. Par contre, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses. Si on n'a pas une communauté forte qui va acheter son produit en boutique, qui se déplace, c'est juste bien pour le CV et c'est bien pour les followers qui ont vu ah ouais trop bien, t'étais au printemps, t'étais au Galeries Lafayette, c'est super, je suis content pour toi. La vérité c'est que ces grandes plateformes là, enfin ces grands magasins, en tout cas pour un petit créateur, petite créatrice ou jeune projet, j'aime pas trop le côté petite marque. Parce que finalement à partir du moment où on est une marque en fait. Et je suis pas, pendant longtemps, oui, petite marque, petit créateur, et en fait, non, c'est quoi qui me fait dire que je suis petit juste parce que je suis tout seul et que je fais pas 1 million de chiffre d'affaires? Non, je suis autant une marque que Louis Vuitton. J'avoue, je prends l'extrême, mais je suis autant une marque que Louis Vuitton et je suis autant un créateur que, je sais pas, Eddie Slimane. Après, on fait pas la même chose, on fait pas, voilà, mais ne serait-ce que de se dire ça et de se dire, en fait, je suis autant une marque que Louis Vuitton, même si, sur le papier, tu vas me dire, bah, forcément, c'est pas du tout pareil, c'est pas comparable. En fait, ne serait-ce que de se le dire et de se le répéter, bah, en fait, déjà, on casse un plafond de verre qui fait, en fait, j'enlève le côté petit. Et c'est vraiment le côté petit. Je fais un petit projet, une petite marque. En fait, on s'auto-limite. Et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Que parce que j'étais pas designer chez Louis Vuitton, j'étais pas designer. Alors, je vais prendre Louis Vuitton, on va essayer de prendre une autre marque parce que LVMH sont très gentils, mais voilà, on va essayer de donner de la visibilité à quelqu'un d'autre. Mais bon, en tout cas, voilà, parce que j'étais pas dans une grande marque qui faisait la Fashion Week, je me suis dit ouais, bon, je suis encore un petit designer, etc. Bon, c'est ça, en fait, j'ai fait beaucoup de podcasts, écouté beaucoup de podcasts, notamment Entreprendre dans la mode d'Adrien Garcia, qui est vraiment super intéressant. Donc à l'époque, j'avais suivi son podcast dès le départ. Aujourd'hui, il a 300 épisodes. C'est très intéressant. J'ai un peu lâché l'affaire parce que parfois, j'avais des profils qui se ressemblaient un peu trop. C'est-à-dire que du coup, ils avaient un déclic écologique après avoir fait le tour du monde, être passé par l'Inde, le Japon, et finalement, de par leur parcours à New York, etc., ils ont rencontré quelqu'un qui a fait un déclic. Je caricature, hein. Mais du coup, j'avais du mal à me projeter dans les modèles qui m'étaient présentés. Mais grosso modo, je fais mon pop-up au printemps. Ça marche et en même temps, c'est pas une rentabilité extrême, mais j'arrive à faire un événement et j'arrive à avoir des gens qui viennent à mon événement. Donc ça, c'est cool, en tout cas pour moi, l'estime de moi. Ben, dans ma tête, ce que je présentais là, j'étais déjà passé à après. Parce qu'en fait, avant que le directeur du printemps me propose ce pop-up, je m'étais déjà dit, faut plus que je fasse de teinture chimique. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. C'est pas vraiment ce que je veux. Mais en même temps, quand on m'a proposé le pop-up, je me suis dit, ben, je peux pas louper l'occasion. Je vais pas dire non à un rez-de-chaussée de grand magasin. Donc du coup, je dis bon, ok, on va fermer les yeux, on va y aller avec ce qu'on a fait. Mais dans ma tête, je voulais plus refaire. Et par hasard, je rencontre une fille sur un apéro de comptable.
parce que du coup, ma sœur est comptable, elle a fait un apéro avec sa boîte, et par hasard, j'y étais, et par hasard, je rencontre une fille qui se marie et qui me dit « Ah, tu sais, moi, je fais de la teinture, je vais teindre les nappes de mes invités avec des plantes. » Et je me dis « Mais comment ça ?» Je dis, enfin, et là, en fait, c'est là, en fait, très véritablement, 2018-2019, que je me rends compte que c'est possible de teindre avec des plantes. Donc, c'est vraiment que des hasards, des rencontres vraiment fortuites, fait que. Et en fait, de là, en fait, j'avais qu'une obsession, c'est de me dire, comment on fait, comment ça marche, etc. Et donc là, qui t'a formé? Et ben, en fait, là, YouTube, pour l'instant, YouTube, Google Internet, pendant 2 ans, 2019, 2020, 2020, c'est que du YouTube, c'est que du déchet alimentaire, c'est que de l'expérience, c'est que des plantes que je trouve autour de moi. Je connais pas le mot garance, le mot réséda, je le connais pas du tout. Je caricature un peu, mais ça ne veut rien dire pour moi. Ou alors je les vois, mais en fait, voilà, pour moi, comment dire, je sais pas quelle est l'importance, les grands teints, les petits teints, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Je suis vraiment dans l'expérimentation pure de qu'est-ce que fait le végétal, qu'est-ce que fait la matière minérale sur mon produit. Je suis même pas dans est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, est-ce que c'est vendable, est-ce que c'est vendable. Je suis pas du tout à ça. Je suis reparti vraiment à zéro, en mode ok, comment est-ce que j'arrive à créer quelque chose sur mon textile avec les ressources naturelles autour de moi, que ce soit du bois, du charbon, de la pierre, des clous, peu importe. C'était vraiment ça. Donc là, je vends rien du tout, en fait, finalement, après le pop-up au printemps. Je vends plus rien jusqu'en 2022. Et là, en 2021, donc il y a les différents confinements. Et 2021, en fait, je commence à vraiment commencer à me former plus professionnellement. Et je vais me former chez Colore ton monde, donc avec Suzy Gallo. Donc là, on est en 2021, donc c'était il n'y a pas si longtemps finalement. Et je fais la teinture, donc du coup, ils ont des teintures vraiment intenses de 5 jours. Donc du coup, là, on travaille la teinture par mordant. Et donc, du coup, à la suite de cette formation, en fait, je fais que ça. Parce qu'en fait, on est encore en confinement. Moi, en plus, en grand magasin, c'était spécifique parce que c'était des surfaces de dizaines de milliers de mètres carrés. Du coup, à l'époque, c'était encore contraint des confinements ou des restrictions. Donc, du coup, moi, je fais que ça. Et en parallèle, moi, le magasin Printemps où je travaille, donc j'étais toujours responsable visuel là-bas au Printemps. J'étais à Place d'Italie dans le 13e arrondissement. Et en fait, il ferme ses portes, donc il est en procédure de fermeture. Et donc, en fait, moi, en parallèle, je me dis, en fait, il faut que je profite de cette fermeture pour y aller à 100%. Donc, en gros, là, pour rentrer dans le dur de la teinture naturelle, ce qui intéresse tout le monde, j'ai mis un peu de temps, mais ça permet aussi de comprendre comment j'en suis arrivé et aussi par quelle voie j'en suis arrivé, et ce qui explique aussi peut-être le style que j'ai aujourd'hui, ma vision aussi des choses, c'est que finalement peut-être j'arrive pas avec une approche botanique du terme, parce que moi l'écologie est un peu venue par expérience, dans le sens où moi finalement j'ai fait des expériences qui fait que j'ai trop produit, et donc du coup j'ai essayé de pallier à ça, mais c'est pas quelque chose, j'ai pas eu de déclic dans ma consommation parce que j'ai jamais vraiment trop consommé. C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais j'ai pas culturellement, j'ai pas non plus beaucoup pris l'avion. Tu vois, par exemple, la première fois ou la deuxième fois que je prends l'avion, c'est au moment où je commence la teinture naturelle. Donc c'est-à-dire que du coup, j'ai pas encore ce recul en me disant mon mode de vie est nocif pour l'environnement, il faut absolument que je change ma pratique et que pour un monde meilleur. Je suis pas vraiment là-dedans parce que je suis pas encore conscient, parce que j'en suis pas touché personnellement. Et je pense que c'est comme tout, on en est véritablement conscient, on prend conscience beaucoup plus facilement quand ça nous touche. Ne serait-ce que là, le réchauffement climatique. Il suffit de voir, il fait très très chaud à Paris. Il y a que maintenant, je pense que le commun des mortels, en tout cas les gens qui sont pas dans ce sérail-là, qui se disent ah ouais, c'est chaud, dans plusieurs sens du terme. Et donc voilà, finalement, moi je suis pas arrivé avec un parcours dans ce sens-là. C'est ce qui fait un petit peu aussi. En fait, chaque différence est une force quelque part. Et donc on est en 2021, donc du coup je fais ma formation avec Suzy chez Colore ton monde.
Suite à ça, en fait, direct, je me lance. Mes journées font que de la teinture. Donc là, je poursuis mes essais. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, Ouais. Mathieu. C'est qu'est-ce que tu expérimentes? Donc t'as dit un peu de tout, même du minéral. J'ai entendu charbon, j'ai entendu même des clous. Enfin, j'ai entendu. Mais sur le végétal, par quoi tu commences? Où tu te fournis tes pigments? Par quoi tu attaques en fait, et où est-ce que tu te sources tout ça? Ok. Alors déjà, avant de connaître la garance, le résédal et des plantes grand thym qui tiennent bien, en tout cas quand elles sont bien faites, elles tiennent bien, je travaillais uniquement avec des déchets alimentaires, donc avec pelure d'oignon jaune, pelure d'oignon rouge, avocat, enfin les fans de carottes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'avais les essais un peu classiques au curcuma, au café, choses comme ça. Même la betterave, j'ai dû tester, etc. Et ça, je me fournissais dans les magasins en bas de chez moi. Donc en fait, j'allais chez eux, je leur disais bonjour, est-ce que vous n'avez pas des pelures d'oignon? Et je faisais les 3-4 Biocop, magasins bio primeur du coin de ma rue pour m'approvisionner. Ensuite, donc après, je découvre le réséda, la garance, les choses, enfin les plantes un petit peu plus entre guillemets institutionnelles. Moi, je me fournis essentiellement chez Greening, que vous avez reçu, enfin que tu as reçu, pardon. Je dis vous pour l'entité Arte Cover. Donc essentiellement chez Greening, encore aujourd'hui. Et j'utilise essentiellement, alors j'ai un peu tout testé, c'est-à-dire de la garance sous différentes formes, en racine, en poudre, en extrait. Aujourd'hui, j'utilise principalement, que de l'extrait. C'est beaucoup plus simple dans ma pratique. Il n'y a pas de décoction, etc. Pareil, le réséda, j'utilise en extrait. Pour des questions de logistique, en fait, toujours de flexibilité. Par exemple, j'aimerais beaucoup passer par Cécilia et la microferme des Lilas, tu vois, qui fait de la garance et qui fait du réséda. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir vraiment avoir un truc très très local encore plus en Île-de-France. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais comme c'est pas de l'extrait et c'est des plantes, finalement moi dans mon process, ça vient ajouter une étape où clairement je peux pas me permettre d'ajouter une étape supplémentaire dans mon process. Puis ça se stocke aussi parce que pour un jaune, donc avec le réséda qui fait du jaune, ou en tout cas qui fait des teintes de jaune, qui va tendre vers le jaune, j'essaie toujours d'avoir de la nuance parce que j'aime pas trop dire une plante est égale à une couleur parce que c'est pas tellement vrai, parce que ça dépend de l'intensité, ça dépend d'avec quoi on la mélange, etc. Ça dépend de plein de choses en fait, avec quoi on la mordance, avec quoi on la post-mordance, etc. Oui, finalement, ça se stocke aussi. Et aujourd'hui, si on a 1 kilo de plantes, 1 kilo d'extrait de réséda va pas faire la même chose qu'1 kilo de plantes de réséda. Et aussi, ça va pas prendre la même place dans son local, si local il y a. Parce que moi, jusqu'à il y a 3 semaines, mon local, c'était mon appartement. Donc, qui n'est plus le même de mes débuts à Paris. D'accord. Donc, qui était encore, qui est un peu plus grand, heureusement. Mais voilà, jusqu'à il y a 3 semaines, mon local, c'était mon appartement. Pour plein de raisons différentes. J'y reviendrai. Mais grosso modo, ouais, je teste principalement donc toutes les plantes, garance, réséda, qu'est-ce qu'on a, mirobolant, il y avait châtaignier, qu'est-ce qu'on avait d'autre, cochenille, qui n'est pas une plante, qui est un insecte, mais que je teste également. Un peu les institutionnels. Et après, je crois que je m'étais un peu perdu sur les sites de couleurs végétales comme Greening, comme couleur garance, où du coup, j'avais un peu pris 50 grammes, 100 grammes de chaque. Ouais, pour essayer. Et j'avais testé et voilà. Et finalement, je suis très vite retombé sur mes 3 plantes favorites, en tout cas, qui, moi, me vont bien. C'est la garance, le réséda et le châtaignier. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je structure la chose. Il faut que je structure. La teinture naturelle, ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, le client est prêt à acheter quelque chose qui demande autant de temps? Et donc, du coup, ce temps-là qui était transformé en prix, finalement. Si on estime que mon taux horaire, il est de 20 euros, du coup, si je passe 2 heures sur un produit, techniquement, il va falloir que je rajoute 40 euros. Donc, si je dis une bêtise, mais du coup, si un t-shirt me coûte 10 euros et que, je sais pas, aujourd'hui, grosso modo, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, un t-shirt, ça me coûte 10 euros en termes de fabrication. Je sais que je vais avoir, par exemple, 5 euros de frais de teinture, mordançage compris. Si je me dis qu'il me faut 2 heures par produit, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est un peu moins. Et que mon taux horaire est de 20 euros, ça fait plus 40. Donc, du coup, on est à 10 plus 5. 10 de matière, 5 plus de plantes, plus 40 de main-d'œuvre. Ça me fait 45. Et 45, j'ai toujours pas de bénéfice pour l'entreprise. Donc 45, c'est un coût de fabrication finalement. Je grossis le trait parce que 55, 55 pardon, 40 plus 15, 55. Je grossis le trait
Mais grosso modo, je me suis vite dit, ok, ça peut vite revenir cher, et à moi, et forcément, a fortiori, pour le client en bout de chaîne. Donc déjà, la notion de teinture, la notion d'artisanat, déjà, je voulais faire du flux tendu. Déjà, de base, je voulais faire du flux tendu. Je voulais pas d'intermédiaire. Parce que pour moi, il était hors de question de vendre un t-shirt au-delà de 100 euros. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être que dans un futur proche ou moins proche, ça arrivera parce que X ou Y raison et parce que j'aurais drainé une communauté, en tout cas une partie de la communauté que j'aurais drainé, saura qu'un t-shirt spécifique, etc., dans un chanvre bio, etc., pourra valoir plus de 100 euros. Mais en tout cas, c'était pas mon but à l'époque. Donc là, c'est toi qui fais. Ouais. Depuis 3 semaines, tu fais dans ton nouvel atelier. Est-ce que tu peux, par exemple, nous parler de ton atelier? Comment il est équipé? Parce que tu as fait ça dans ton appartement. Donc, j'imagine, entre, comme tu dis, les stocks, le matériel qu'il faut, la place qu'il faut, qu'est-ce que tu as du coup adapté dans ton atelier que tu as depuis 3 semaines? En fait, pas grand-chose. C'est-à-dire que pour l'instant, mon atelier il ressemble un peu à ma cuisine d'avant. Avec un peu plus de place et réservé uniquement à la teinture. Le plus chronophage en fait dans tout mon travail entrepreneurial, c'était de travailler depuis chez soi. C'est-à-dire que l'année dernière, du coup, je recevais les stagiaires chez moi dans mon salon. Donc du coup, j'avais des stagiaires, on était 2, même voire 3, donc du coup on était 4, enfin 3 stagiaires en même temps, on s'est retrouvés à 4 dans mon salon à travailler, et ce qui fait qu'en fait, la teinture, j'avais dans ma cuisine. Et en fait, ça veut dire que du coup, si tu fais ta teinture l'après-midi, bah le soir, forcément, tu vas manger dans ta cuisine, tu vas préparer à manger. Donc du coup, il faut vraiment avoir tout. Moi, j'ai tout sur roulette, j'ai tout qui se nettoie, j'ai tout qui se pousse, j'ai tout qui se range sous un truc. J'ai vraiment optimisé l'espace à fond. Dans mon salon, pareil, tout était sur tréteau, sur roulette. Ça passait en mode bureau la journée, ça passait en mode salon le soir. Le canapé, il revenait à sa place initiale. Enfin, vraiment, les machines à coudre, alors, elles étaient rangées. Donc c'était vraiment ça, et finalement c'était ça qui me prenait le plus de temps. Ouais. Et donc voilà. Mais là, aujourd'hui, dans mon atelier, en fait, j'ai à peu près la même chose. Grosso modo, mon matériel, c'est donc les plantes en extrait qui sont dans des bocaux en verre. J'ai quoi en stock? J'ai pas énormément de stock. J'essaie pas trop de stocker pareil parce que couleur, je sais pas combien de temps je vais l'utiliser. Ouais. Grosso modo, j'ai à peu près 5 kilos de plantes, ce qui est beaucoup, hein, déjà. Enfin, tout dépend du volume, hein, mais quand on est à 300 euros le kilo de Reseda, tu vois, quand tu as 5 kilos de Reseda, ça fait tout de suite à 1500. C'est peut-être un peu moins, je m'emballe un peu sur les prix, mais on n'est pas trop loin. Donc voilà. Donc j'ai à peu près ça, et j'ai une cuve de 100 litres. J'aimerais bien en prendre une deuxième parce que là, je commence à être un peu limité. Cette cuve de 100 litres que j'avais déjà chez moi, donc du coup dans mon appartement. Et ensuite, j'ai différentes marmites. J'ai des 10 litres, des 5 litres, des 3 litres. Voilà. C'est toujours à la force de tes bras. C'est-à-dire, si tu fais des grandes pièces, forcément, quand elles se gorgent d'eau et qu'il faut les sortir, c'est plus lourd. Toi, tu fais tout ça, t'es pas mécanisé, on va dire, là-dessus. Non, pas encore. Pourquoi? Parce que aussi, moi, je fais que de la... Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, excuse-moi, il y a un petit décalage. Et du coup, c'est quelque chose que tu envisages dans le futur, dans ton atelier, de pourquoi pas mécaniser un petit peu plus ton process? Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, là, je commence à faire des quantités qui sont plus ou moins importantes. En tout cas, pour moi, c'est important. En tout cas, pour le matériel que j'ai et pour la configuration de mon atelier et de ma pratique, c'est important. Après, moi, je fais pas de métrage. Je fais essentiellement des pièces teinture dans la masse. Donc, du coup, c'est pas des gros volumes dans le sens... j'ai fait une fois une collab où c'était des pantalons et des vestes, du coup, en coton assez épais. Donc là, c'était assez lourd. Mais en fait, ça se gère. Et je sais pas si je veux vraiment faire de la quantité d'un point de vue teinture de masse, dans le sens masse-volume. J'aimerais bien être équipé parce que pour certains projets, ça s'y prête, et certains projets qui peuvent être intéressants. Mais je sais pas si c'est quelque chose que je veux faire. On m'a déjà contacté, en tout cas plusieurs fois, c'est récurrent qu'on me contacte, voilà, bonjour, j'aimerais teindre ça, j'ai des clients qui sont intéressés pour ça, est-ce que c'est possible? Souvent, c'est des ateliers de fabrication, en fait, qui me contactent, qui aimeraient bien mettre la teinture naturelle dans leur chaîne de production.
Mais tout de suite, c'est si vous voulez, si vous êtes d'accord, on peut faire des 2000 euros, enfin des 2000 pièces par mois, 2000 pièces par semaine. Et non seulement moi, je peux pas du tout produire ça, mais en plus, je sais pas si ça m'intéresse, je suis pas sûr. Et quand tu parlais, donc toi tu fais de la teinture de pièces, donc t'as t'as dit marmite, ok. Comment tu t'assures que ta couleur, elle soit, si c'est des unis par exemple, comment tu t'assures que ta couleur elle sera unie nickel, comment tu fais? Parce que t'as quand même du matériel, on va dire peu sophistiqué. C'est toute ton expertise à toi qui joue. Comment tu fais pour que la pièce elle ressorte et que tu sois sûr qu'elle soit nickel et qu'il n'y ait pas à la recommencer? Eh ben en fait c'est simple, je fais pas d'uni. Comme ça règle le problème. En fait, ouais, voilà, c'est réglé. Si tu veux. Donc tu fais, ouais, j'ai vu, il y a beaucoup de tie, enfin pas de tie and dye, mais il y a beaucoup de nuances. En fait, c'est des unis qui sont T'aimes pas le terme tie and dye, je pense. Si, ça me dérange pas, J'en fais plus trop en fait là récemment, parce qu'en fait alors moi j'ai commencé par le tie and dye parce que si tu veux, moi je faisais les choses à la main, donc artisanalement depuis longtemps, en teinture encore plus, ça prend encore plus de temps, et je me suis dit mais imagine t'as un t-shirt bleu uni, enfin bleu, bon, c'est l'indigo donc c'est différent, mais je vais prendre un truc à mordant rouge, rose uni. Si tu sais pas que c'est naturel, si tu sais pas que c'est fait à la main, en fait, personne sur un cintre dans un magasin, si tu sais pas que c'est fait à la main, en fait, personne comprend pourquoi ça coûte 60 euros en fait. Donc moi, je m'étais dit, il faut absolument que ce que je fais à la main soit visible. Ça, c'était vraiment ma priorité depuis le départ. Comment est-ce que je peux rendre visible ce que je fais? Et en fait, la seule chose qui, pour moi, à l'époque, la manière de rendre visible ce que je faisais à la main, c'était le tie and dye. Parce que, alors, tout le monde ne sait pas qu'un tie and dye qui coûte 1 euro ou qui coûte 200 euros est fait à la main, mais tie and dye est forcément fait à la main, même chez H&M, chez Shein ou chez Primark. Ouais. Quand un produit coûte 3 euros et qu'il y a une spirale, un tie and dye spirale, c'est une des plus connues, c'est forcément fait à la main. À la chaîne, certes, mais à la main. Donc du coup, moi, c'était la première manière de rendre visible quelque part mon artisanat si j'étais pas derrière le stand en disant, vous savez que c'est fait à la main, machin. Non, j'allais dire, il y a un truc qui m'a hyper marqué chez toi, c'est, je crois que c'était des suites que t'avais fait avec, tu sais, un genre, tu sais, quand on filtre ces bains de teinture, il reste quelque chose qui est dans je perds tous mes mots, mais tu vois, dans le filtre. Ouais. Et en fait, toi, t'avais réussi à mettre ça à plat sur tes suites ou sur tes vêtements. Je sais pas comment t'appelles ça, mais ouais. ça, je me suis dit, ça c'est malin parce qu'en fait, il y a que manuellement qu'on peut faire un truc comme ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. On voit là que c'est de l'artisanat et que c'est de la teinture maison. En tout cas, les artisanes, elles le repèrent direct, quoi. Oui, c'est ça. En fait, au fur et à mesure que j'ai développé ma pratique, le côté tie and dye un peu institutionnel, avec les spirales, avec les shibori, donc du coup plus tie and dye d'origine japonaise. La spirale, c'est d'origine Afrique de l'Ouest. En tout cas, d'inspiration Afrique de l'Ouest, c'est passé par la Jamaïque, ensuite c'est passé par les États-Unis. Qu'est-ce que j'utilisais? Là, ouais, la notion un peu de crumble, c'était un peu ce froissage-là. Aujourd'hui, j'utilise plus que ce froissage-là, principalement, et des dérivés, et d'autres techniques comme celle que tu viens de citer, que moi j'ai appelé l'entonnoir. Mais je sais pas si peut-être quelqu'un l'a déjà fait avant et l'a appelé autrement. Moi, je l'ai appelé comme ça parce que finalement. Écoute, Mathieu, moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, sur un vêtement, nous, tu vois, en formation, on nous avait appris, qu'un bain, il fallait tout le temps soit l'épuiser, soit vraiment s'en servir jusqu'au bout. Et cette notion, comme tu dis, d'entonnoir, moi, c'était vraiment que de la récup. Mais il est connu par tout le monde, vu que, dans les bouquins, dans les formations, on te parle que tes bains, ils doivent être valorisés au maximum. Et j'ai trouvé ça, mais tellement marquant. Enfin, je t'avoue, c'est vraiment les pièces qui m'ont... Quand j'ai vu, je crois que c'était un sweat avec un entonnoir, je pense que c'était de la cochenille parce que c'était un rose magnifique et mis à plat comme ça faisait comme un soleil. Je me dis mais franchement c'est génial parce que si t'es dans le milieu, t'as compris que le mec il teint à la main et avec du végétal et si t'es un consommateur, tu vois quelque chose que t'as vu nulle part ailleurs et quand on te raconte l'histoire, donc ça m'avait vachement marqué et d'ailleurs je suis curieuse de comprendre comment tu réussis à centrer ton entonnoir sur, par exemple, je crois que c'était des sweats que t'as fait avec ça ou c'était des t-shirts. Des sweats, ouais. Voilà, comment t'arrives à le centrer et du coup, ça veut dire que tu dois faire un bain de teinture avant qui probablement te sert à quelque chose d'autre et tu viens le recycler sur une de tes pièces que tu veux créer.
Alors, il y a du recyclage et il y en a pas forcément, ça dépend. En fait, là, ce que je voulais représenter déjà graphiquement, c'était la notion d'éclipse. Parce qu'en fait, depuis que je teins, depuis que je fais les couleurs, c'était à chaque fois les couleurs du ciel, moi, qui m'inspirent beaucoup. Et donc, il y a beaucoup les couleurs du ciel que j'essaye. En fait, l'idée, c'est comment est-ce que je peux représenter la lumière avec le végétal. C'est vraiment ça qui m'anime depuis le départ, en fait. Hein. Depuis le départ, les couleurs que j'utilise. D'ailleurs, en fait, les couleurs que j'utilise, j'en utilise très très peu. J'en utilisé 4, auxquels je donne des noms, en fait, des nuances, et j'en fais pas plus. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que la phase de recherche est faite, je ne reviens plus dessus, j'ai ma recette. Alors peut-être que parfois, en fonction des récoltes, là, dernièrement, il y avait une garance qui était un petit peu moins intense, du coup, j'ai un peu ajusté, si tu veux, mais en fait, je ne fais pas autre chose que ces 3 couleurs-là que j'ai décidé de faire. Pour les techniques entonnoir, en fait, l'entonnoir, ça va être en fait, je vais prendre mon vêtement par en dessous et je vais lever mon doigt et forcément, il va tomber de chaque côté. Enfin, il va se rabattre. Ça va former un genre de chapiteau. Je sais pas si visuellement on se rend compte, je me rends pas compte. Ça va former un chapiteau et ensuite, finalement, je prends ça et je vais mettre le bout dans la teinture. Et donc, forcément, il y a plusieurs étapes de teinture puisqu'on va commencer. Alors là, la nuance que j'ai faite en fuchsia, je l'ai appelée crépuscule. En fait, elle est à base de garance et de cochenille à lac. En fait, j'étais sur la cochenille pendant mes formations, je travaillais à la cochenille. Et en fait, là, j'ai travaillé la cochenille à lac, qui est un peu une cousine de la cochenille, qui, d'après moi, mais je suis pas sûr à 100%, c'est quand même ça m'a l'air un peu moins agressif que la cochenille. Parce que du coup, la cochenille à lac, en fait, c'est la résine que sécrète la cochenille qui est utilisée pour faire la teinture et non la cochenille. Après, on reste dans la culture d'insectes. Je sais pas ce qu'il advienne des cochenilles une fois qu'elles ont sécrété leur résine. Il n'y a pas non plus énormément c'est pas non plus hyper documenté à la culture de la cochenille à lac sur Internet. Mais en tout cas, c'est cette cochenille-là que j'utilise. Et mélangé avec de la garance, on a un peu un fuchsia un peu plus chaud ou alors un rouge un peu plus rosé. Donc, il y a un bain de cette nuance-là. Et ensuite, pour avoir le bain, donc au préalable, il y a un mordançage qui est fait, il y a un engalage qui est fait à base de noix de Galles. Pourquoi je précise engalage à base de noix de Galles? Parce que parfois, je fais des engalages à base de tara, qui est le même principe, c'est-à-dire rendre tannique la matière. Mais le tara, donc noix de Galles qui vient du chêne, enfin, c'est pas forcément du chêne, mais bon, bref. Ça peut venir du sumac, mais là, j'utilisais du chêne. Et le tara qui, je crois que c'est des gousses de tara, c'est plus d'origine Amérique latine. Donc ça vient d'un peu plus loin, certes, mais ça a la particularité d'avoir une coloration un peu plus douce. C'est-à-dire que la noix de Galles, on va être vite sur un beige qui va tirer légèrement vers le jaune, vers la couleur sable. Le tara va quand même être beaucoup moins prononcé. Donc moi, c'est ce que, notamment pour les t-shirts que je faisais, j'utilisais ça. Mais le tara est moins concentré en tanin, donc du coup, en post-mordançage avec le fer, on va avoir un gris plus doux qu'avec la noix de Galles. Après, ça dépend encore une fois combien on met de fer, etc. Mais donc du coup, pour avoir ce noir assez profond, ou en tout cas d'avoir un noir plus profond pour symboliser cette éclipse, comme si on avait une lune qui passait devant le soleil, du coup, j'avais un mordançage, un engalage à la noix de Galles. Mais ma couleur à base de lac, de cochenille à lac et de garance, une fois passée dans le fer, ne me donnait pas ce noir-là. Donc, je passais ensuite mon vêtement dans un bain de châtaignier, assez concentré. Et ensuite, ce châtaignier-là, qui allait me donner un genre de marron, j'allais le passer dans le fer, et le châtaignier étant très tannique et la noix de Galles étant très tannique, va aller me donner cette couleur assez sombre. Voilà. Donc finalement, il y a plein d'étapes. Il y a pas mal d'étapes. Il y a 3 étapes de teinture finalement, et 3 manipulations différentes pour arriver à cette forme-là. Ouais, mais qui est canon. Ouais, non, c'est top. Ok, je suis contente d'avoir posé la question, tu vois. Donc alors, attends, qu'on perde pas le fil, ouais. On a parlé un peu de tes partenaires, donc on a dit greening. Est-ce que tu as des partenaires sur tes fibres? Et quelles fibres tu travailles en priorité? Alors, pour l'instant, je travaille uniquement, quasi exclusivement le coton.
Le coton, D'accord. je l'utilise brut, j'utilise bio, j'utilise certifié par GOTS. J'utilise brut, Mhm. donc c'est-à-dire brut qui n'a pas été blanchi industriellement, parce que les t-shirts blancs qu'on voit dans le commerce, qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas teints, en fait, c'est pas la couleur naturelle du coton. Enfin, ça Ouais, paraît, ouais. quand on est dedans, en fait, ça paraît logique, hein, mais encore, moi, souvent je le dis, et ça paraît évident quand on le sait, mais quand on le sait pas, on se dit, bah effectivement, certes, la fleur de coton est blanche, mais mon t-shirt blanc, enfin ultra blanc optique, hein, c'est pas naturel en fait. Donc du coup, moi j'utilise le coton brut, donc du coup on voit les aspérités du coton, et ça rappelle aussi que le coton est une plante, parce qu'on en oublie presque que le Ouais, coton est une plante t'as raison. et que ça pousse pas en rouleau. Mais je dis ça, mais en fait il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui ne connaissent pas du tout l'origine de leur matière. Enfin moi pareil, je faisais des vêtements en fait depuis 10 ans, je travaillais aussi pour d'autres marques, et à aucun moment la notion de couleur, je me suis demandé mais en fait comment ma couleur arrive sur mon rouleau. Moi j'achète des rouleaux au mètre, parce il me faut 10 mètres pour faire ces pantalons-là. Mais à aucun moment, je me demande, mais il y a quoi dans ma couleur? Et ça, c'est une Ouais. réflexion qu'aujourd'hui, dans l'industrie créative, dans les milieux créatifs de la mode, la réflexion se fait pas du tout, en fait. Parce qu'en fait, on travaille sur Pantone, hop, ben, je veux cette couleur-là, et faites-moi des essais, envoyez-moi les échantillons, et on valide pas. Donc, du coup, il y a pas du tout cette notion-là. Donc, du coup, moi, je travaille sur coton brut. Le coton est cultivé en Inde. Parce que pareil, le coton Ouais. bio est produit aujourd'hui à 90% en Inde. Il y en a un petit peu en Australie et un petit peu en Afrique de l'Ouest, côté du Mali et du Burkina notamment. Voilà, je sais qu'il y a aussi du coton d'Égypte qui est bien, etc. Voilà, mais en fait, moi, pourquoi j'ai choisi l'Inde, c'est parce qu'en fait, là, je travaille avec une usine belge qui est implantée en Inde et qui fait tout fabriquer là-bas et qui me permet aujourd'hui d'avoir une certaine souplesse sur les quantités de fabrication. C'est beaucoup plus simple en termes de logistique, de flexibilité et de coût, mais également en termes de traçabilité. C'est-à-dire que du coup, je sais d'où vient mon coton, je sais de quelle région il vient, région avec un S parce que ça vient de plusieurs régions. Je sais où est-ce qu'il est tissé, où est-ce qu'il est fabriqué, où est-ce qu'il est fabriqué et comment il est acheminé jusqu'à chez moi. J'avais l'opportunité d'acheter mon coton à un endroit X, de le faire fabriquer par exemple au Portugal, voire même en France. Mais en France, c'était des coûts qui étaient beaucoup trop importants, couplés à mon artisanat peinture végétale. En tout cas, pour le moment, j'ai pas trouvé la bonne formule. Mais j'aurais très bien pu prendre mon coton bio d'Inde, ok, et aller au Portugal, mais je perdais énormément en traçabilité. C'est-à-dire que du coup, j'avais beaucoup moins de retours Ouais. sur quelles conditions de fabrication, etc. Enfin voilà, en fait, je perdais plein d'informations en cours de route et j'ai préféré rester en Inde, faire tout en Inde, plutôt que de faire ailleurs et de perdre en traçabilité. Et du coup, là, tu fais donc le coton bio est cultivé en Inde, il est transformé en Inde. Toi, tu commandes des rouleaux de tissu ou tu commandes déjà, par exemple, des t-shirts, on va dire prêts à teindre, et toi, tu fais la teinture. Après, ta mordance, si tu veux. C'est moi qui le Oui, mordance. voilà. Ouais, ouais, c'est Donc ça. on va dire prêt à agir, Ouais, c'est ça. mordançage, teinture. C'est ça. D'accord, ok, Mais du coup, il y a, il ok, y a, il y d'accord, ça y est, a, j'ai il y a pas compris. Et du d'après coup, dessus. Il y a pas d'après, il y a pas de traitement. oui, Euh, voilà, ok, j'ai Ouais, compris. c'est ça. Ta marque qui s'appelait Fresh et qui devient Mathieu Ruiz, quel type de produit tu proposes? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les pièces? Et ensuite, on retourne sur la teinture végétale avec... Tu as parlé de 4 couleurs, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu tes combinaisons ou ta recherche de... Tu as parlé beaucoup de recherche de couleurs et je trouve ça intéressant de creuser. Mais d'abord, j'aimerais savoir quel type de produit tu vends. Alors, ça va dépendre des périodes. J'ai décidé, et encore plus là, avec enfin, la marque éponyme, du coup, qui porte mon nom et qui ne porte plus Fresh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, très rapidement, que du coup, je suis arrivé à un niveau de maturation qui faisait que je me sentais légitime, moi, pour imposer mon nom. J'étais plus le petit créateur, j'étais plus la petite marque. J'étais un designer enfin, qui valait autant que n'importe qui. Et donc, du coup, je vois pas pourquoi mon nom ne pourrait pas être. Et en fait, il y avait un peu ce truc, ouais, qui je suis pour mettre mon nom. Je suis pas Jean-Paul Gaultier. Et alors, petit tips pour toutes les personnes qui se disent, bah, je suis pas Jean-Paul Gaultier, pourquoi est-ce que je mettrais mon nom? Moi, je pense à Édouard Leclerc, qui s'est dit, je m'appelle Édouard Leclerc et je vais faire des magasins. En fait, c'est un peu, enfin, ça me fait sourire, mais du coup, c'est un peu pour dire, en fait, notre nom, c'est le nôtre. On l'a depuis qu'on est né, c'est comme ça qu'on nous appelle. Donc, il y a pas de, enfin, on se prend pour personne, ou voilà, on se prend pas pour qui on n'est pas à s'appeler par son propre nom.
Je fais cette réflexion parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais pendant longtemps, je pensais à faire une marque éponyme, mais je me suis dit, ouais, je vais attendre que ça marche, que je sois un peu plus connu sous Fresh avant de passer sous Mathieu Ruiz, parce que j'aurai à ce moment-là acquis la légitimité et tout le monde trouvera ça logique, une notoriété. Ouais. Et en fait, c'est des fausses barrières, c'est des plafonds de verre qu'on se met à soi-même. En tout cas que moi, je m'étais mis à moi-même et aujourd'hui, voilà. Mais aussi, je voulais pas que on se dise, ok, Fresh, ah oui, Fresh, c'est la marque de teinture végétale ou c'est la marque de teinture naturelle. Je voulais pas, parce que je voulais pas que la teinture naturelle soit le concept de ma marque. Pour moi, c'est pas un concept. Pour moi, c'est un moyen d'arriver, d'exprimer quelque chose, plus qu'un concept. Donc ça voudrait dire, Mathieu, que là demain, ta marque Mathieu Ruiz, elle pourrait demain accueillir des produits teints de manière synthétique. Non. Ou tu resteras sur le végétal. Je resterai sur le végétal. En fait, finalement, c'est compliqué après. Je trouve que c'est compliqué de revenir en arrière. Enfin, moi, demain, je me verrai pas vendre quelque chose qui est teint synthétiquement, en fait. À la rigueur, la seule chose que je pourrais faire, je pourrais très bien vendre des produits non teints. Tu vois, en coton brut, ce serait pas. Enfin, là, c'est pas l'objectif, mais c'est quelque chose qui me dérangerait peut-être pas. Mais produire la couleur synthétique, non, c'est pas possible. C'était une question comme ça. Et alors, du coup, tes produits, tu dis que ça change sûrement en fonction aussi de tes inspirations et de, pas des collections, mais un peu quand même, t'as quand même un rythme. Je vois ce que tu dis quand tu dis ça change. C'est vrai qu'on retrouve pas tout le temps les mêmes produits, même dans tes publications, etc. Si on suit, on voit que c'est pas, t'as pas un essentiel que t'as tout le temps et que tu déclines en couleur. T'as plusieurs trucs. Donc, explique-nous tes produits un petit peu. Oui, en fait, l'éventail. J'ai toujours eu un style un peu, même depuis que je fais des vêtements, depuis que j'ai créé la marque, même Fresh 2012, on tourne un petit peu autour d'un style décontracté, streetwear, workwear. Donc finalement, on va être sur les essentiels un peu du vestiaire, comme le sweatshirt, le t-shirt, la chemise, le bonnet, la casquette, des choses comme ça, ou des grands cabas. L'idée, c'est d'avoir des produits qui sont utiles au quotidien. Et aussi, pourquoi aujourd'hui je fais des vêtements, c'est parce qu'aujourd'hui, les objets qu'on utilise le plus dans nos vies sont les vêtements. Voilà. Hormis, peut-être qu'un jour, j'irai sur la food parce qu'on est obligé de manger. Pour le moment, on est obligé de s'habiller. En tout cas, obligé par contrainte météorologique ou alors sociale. En tout cas, on s'habille. Donc, du coup, on utilise beaucoup ce produit-là. C'est ce qui, moi, m'a dirigé vers le vêtement. C'est-à-dire que ça pouvait parler et toucher des gens. Donc moi, dans cette même veine, je vais travailler des produits que les gens, en tout cas que moi, je vais porter au quotidien. Pourquoi ? En fait, je travaille la notion d'uniforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis artisan, je suis designer, je suis artisan, je fais beaucoup de choses. À quoi ressemble mon uniforme ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le look dans lequel je serai, la silhouette, va être plaisante en termes de style et de désirabilité, si on veut, mais aussi va être pratique pour ma pratique de teinture, va être pratique dans mon quotidien, qui est parfois assez mouvementé. Je fais pas mal de choses. Généralement, le matin, je fais pas la même chose que l'après-midi ou que le soir. Donc voilà, je vais un petit peu, si tu veux, chercher à concevoir mon vestiaire idéal en tant que artisan. Et l'idée aussi, c'est de se dire qu'en fait, on est tous et toutes artisans, artisanes de quelque chose. C'est-à-dire que même si mon voisin, il est informaticien, pourquoi il serait pas artisan de l'informatique ? Tu vois, et dans l'artisanat, il y a aussi ce côté, je valorise tous les gestes de mon quotidien. Par exemple, je reprends cette idée d'informatique. Pourquoi je prends l'informatique ? Parce que souvent, on met en opposition le côté très modernité informatique, même intelligence artificielle, avec le côté très manuel. Donc c'est pour ça que je prends exprès ce côté informaticien, qui finalement peut, d'un œil extérieur, sembler pas très manuel. Mais en fait, c'est ces gestes quotidiens qui sont très techniques finalement, puisque du coup, ils sont propres à son domaine. Pourquoi est-ce que ce serait pas de l'artisanat ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas valoriser ces petits gestes du quotidien que même l'informaticien les fait tellement de manière répétitive et quotidiennement qu'il se rend même plus compte de la technicité et du savoir-faire que demande ce geste-là. Donc, il y a aussi cette idée de qu'est-ce que veut dire l'artisanat ? Comment est-ce que je peux valoriser l'artisanat ? Et si moi, je le valorise dans mon quotidien, il se sentira valorisé auprès de mon public. Et si mon public sent que je valorise l'artisanat, forcément, la valeur de l'artisanat qu'il percevra, tu me dis si c'est un peu complexe, mais la valeur de l'artisanat qu'il percevra sera plus forte et donc forcément, la rémunération de l'artisanat va être meilleure.
Donc tout est une question de comment est-ce que je rends mon artisanat visible, comment est-ce que je fais comprendre de la technicité, du savoir-faire que j'ai. Et donc, si ma silhouette est aussi artisanale, forcément, ça va dans ce mouvement-là. Donc du coup, pour recentrer le débat sur la silhouette, pour l'instant, effectivement, c'est le t-shirt, le sweatshirt, la chemise, le bonnet, la casquette. Et j'ai un modèle économique que je tends à stabiliser. Je travaille de plusieurs manières. J'ai mes collections maintenant, et la deuxième qui est sortie cet été, la troisième qui va sortir à l'automne. Donc du coup, il y a la collection que j'ai appelée mode artisanale qui sort courant septembre, en tout cas à l'automne. Donc j'ai ces points de rendez-vous, si tu veux, 4 fois par an. En tout cas, que j'aimerais bien avoir 4 fois par an ou 3 fois par an, ça dépend. Qui sont des collections capsules. Alors, qui sont des collections. Je vais pas dire le mot capsule. Qui sont des collections réalisées avec le moins de neuf possible. Donc, du coup, il y a principalement de réutilisation d'anciens produits que je stocke depuis des années, si j'estime que la qualité est au rendez-vous. Soit je travaille à partir de vêtements vintage, soit je travaille à partir de ce qu'on appelle des dead stock, donc des produits endormis de certaines marques qui me passent parce qu'ils n'en font plus rien et du coup ça peut se transformer en collaboration ou non, ça dépend. Parfois je peux racheter des pièces vintage que je travaille et en fait du coup à chaque fois ça vient sur une thématique. Donc là en janvier 2022 on était sur la notion d'éclipse avec ces fameuses, moi je les appelle des taches, fameuses taches d'entonnoir. Ouais. Je les appelle des taches, enfin pareil parce qu'en fait ça re-questionne aussi la notion de tâche. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'une tâche aujourd'hui? Est-ce que plein de tâches mis bout à bout, finalement, c'est pas un tie and dye, tu vois? Et aujourd'hui, ça veut dire que, en fait, l'idée aussi derrière cette tâche-là, donc entonnoir, que la technique, je l'ai appelée entonnoir, c'est de se dire, en fait, parfois, on a une petite tache sur une manche et on va plus porter le vêtement parce qu'on a une petite tache que personne ne voit, mais que nous, on sait qu'elle est là, cette tache, et du coup, on va pas porter ce vêtement. Et en fait, là, je voulais montrer qu'en fait, en mettant une tâche tellement énorme que du coup, on se dit, en fait, forcément, elle fait exprès. Donc, en fait, c'est presque, comment j'arrive à théoriser ça? C'est presque pour dire, en fait, presque une tâche énorme peut se porter beaucoup plus facilement qu'une tâche invisible que seul nous savons qu'elle existe. Donc, il y avait un peu ce côté, comment on appelle ça, un peu retournement de situation de cette manière-là. Et j'aime bien un peu jouer un peu avec ces codes-là. Voilà, donc j'ai ces rendez-vous de mode artisanal qui arrivent 3 à 4 fois par an. Et à côté de ça, je travaille en collaboration. Là, j'en ai fait beaucoup. Je vais essayer d'en faire moins. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie en termes de préparation. Et parfois, la rentabilité est là, parfois, elle est moins là. Et forcément, comme c'est une collaboration, les bénéfices sont divisés par 2. Quand on partage les bénéfices, ça dépend des modèles économiques, des collaborations. Dans le podcast, on parle souvent de comment on transmet son savoir. Qu'est-ce que toi tu fais avec la marque Mathieu Ruiz pour transmettre ton savoir? Tu as parlé de stagiaires. Est-ce que tu fais d'autres actions dans le cadre de la transmission? Alors, première action, je pense que c'est de communiquer. Donc moi, je suis généralement assez transparent sur les plantes sur les plantes que j'utilise, sur mon procédé, sur le temps que ça prend. Donc je pense que sur Instagram, TikTok, sur les réseaux sociaux qui ont YouTube aussi, je fais des vidéos YouTube sur l'artisanat. Je trouve que c'est bien de montrer l'envers du décor. Donc déjà il y a ça qui permet peut-être pas de transmettre, mais au moins d'alerter, de sensibiliser des gens qui ne connaîtraient pas ou qui n'auraient pas de notion d'artisanat, de teinture naturelle. Les stagiaires, effectivement, même si les stagiaires n'étaient pas forcément en teinture. Donc c'est pas forcément un stagiaire autour de la teinture. Mais néanmoins, ça permettait d'expérimenter. Après, moins dans une démarche pédagogique, mais ça intervient quand même. Je fais des ateliers avec des entreprises. C'est-à-dire que j'interviens soit auprès d'un public, soit c'est une entreprise qui reçoit du public et qui me fait intervenir. Par exemple, le printemps, j'étais intervenu au printemps à Lyon. Ils avaient des sacs qu'ils n'utilisaient plus et du coup, on a teint des sacs avec leurs clients un samedi. Par exemple, du coup, ça peut être des ateliers vraiment avec les entreprises, donc du coup, avec les collaborateurs. Donc ça, c'est quand même un moyen de transmission. Ce qui est cool, c'est que du coup, moi, je crois beaucoup que le changement peut se faire aussi de l'intérieur, mais de l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises en elles-mêmes, voilà, toutes ne vont pas changer, mais par contre, si dans l'entreprise, il y a une fille à un moment donné qui a un poste
une fille ou un garçon, peu importe, qui a un poste un peu intéressant, décisionnaire dans l'entreprise et qui a croisé sur Instagram une vidéo, qui a participé à un atelier par hasard, machin, de teinture végétale, elle va pouvoir, voilà. Mais en fait, c'est comme tout, c'est des petites graines qu'il faut planter et pour voir si ça fleurit ou si ça fleurit pas. Voilà pour la transmission. Pour toi, quelles sont les personnes inspirantes dans la teinture végétale? Quels sont les comptes Instagram que tu vas regarder ou les livres ou je ne sais pas, des gens de la teinture qui correspondent à ton univers ou en tout cas qui t'inspirent? Alors, en teinture végétale, moi, je suis pas tellement du sérail teinture végétale ou teinture naturelle. Donc, je vais pas forcément... alors, je vais suivre mes consoeurs et mes confrères. Généralement, je les suis sur Instagram et je suis leur travail de manière assidue. Donc, ça reste une source d'inspiration finalement aussi parce que je suis leurs travaux. Mais néanmoins, moi, j'essaie toujours de voir aussi d'autres domaines qui peuvent s'appliquer au mien. En teinture, il y a la marque Story MFG que j'aime beaucoup, qui est une marque anglaise. C'est un couple qui s'appelle Saïd et Cathy, qui font tout produire en Inde. Ils font tout en teinture végétale. Ils font tout de manière à la main. En tout cas, tout ce qui est broderie, teinture, tout est fait à la main. Et pour moi, ça m'a permis de me dire, ok, il y a un modèle économique qui existe, qui est viable. Eux l'ont fait, donc moi, ça veut dire que je peux le faire aussi. Donc ça, c'est aussi important en tout cas moi, dans ma démarche, de me trouver à un moment donné des modèles l'ont fait avant moi d'une certaine manière, même si je fais pas exactement la même chose. Mais en tout cas, de me dire que c'est possible aujourd'hui. Et dernier compte Instagram, c'est Pigment Hunter, qui travaille les pigments naturels. Donc Pigment Hunter, chasseur de pigments. C'est pas forcément sur du textile, mais c'est très intéressant le travail de texture. Moi qui est passionné par la texture, c'est très intéressant pour ça. Voilà. Ok, top. Si tu devais choisir une plante tinctoriale que tu serais laquelle et pourquoi tu serais celle-là? Alors, celle que j'utilise le plus, c'est la garance. Souvent, je dis que la garance, c'est comme le jus de pomme dans les cocktails, c'est un peu la base de tout dans ce que je fais. Mais en fait, en réfléchissant à la question, je me dis que le genêt, ça peut être ma plante parce qu'en fait, j'ai grandi dans le petit village qui s'appelle Mittelbronn, dans la rue des genêts. Et par hasard, forcément, 20 ans plus tard, je me rends compte qu'on peut faire de la couleur avec du genêt. Donc, symboliquement, je vais choisir le genêt. Est-ce que tu as des livres qui t'ont inspiré sur la teinture végétale que tu voudrais nous recommander? Pas tellement. Je suis désolé. Dans le sens où je suis pas très lecteur, et en tout cas il n'y a rien qui m'a marqué, qui m'a bouleversé. Après j'ai un livre qui est autour de la couleur, qui est Petit livre des couleurs de Michel Pastero et Dominique Simonet, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, qui en fait nous renseigne sur l'histoire des couleurs, sur leur signification dans telle ou telle civilisation. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. De comprendre la signification de certaines couleurs, parce qu'en fait on se rend compte que si aujourd'hui le bleu c'est lié à la royauté, enfin si à l'époque le bleu était lié à la royauté, c'est aussi par rapport à la valeur de l'indigo qui était extrêmement cher parce qu'extrêmement rare. Donc finalement la place des couleurs aussi dans notre quotidien a une histoire et cette histoire est fortement liée à différentes civilisations et à leur histoire aussi. Quels sont tes prochains projets, que ce soit expérimental, d'une nouvelle technique ou expérimental. Peut-être aussi des projets, est-ce que tu as envie d'apprendre une nouvelle technique dans la teinture ou autre qui pourrait venir compléter ce que tu fais aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que tu t'imagines demain sur l'aspect technique teinture végétale comme en mode projet? Je sais pas si elle est très claire, ma question. Elle est vague, mais en même temps, je la comprends très bien. En fait, moi, ce que j'aimerais travailler de plus en plus, c'est l'aspect vraiment global, c'est-à-dire monter des projets où du coup je peux vraiment imposer mon univers presque scénographique. Et donc j'aimerais beaucoup commencer à faire des événements physiques où du coup je peux montrer mes produits, mais aussi l'ambiance scénographique du lieu et vraiment toute la palette très très large de A à Z finalement. Et en parallèle de ça, j'aimerais beaucoup aussi travailler pour les décors de Fashion Week. Je sais pas pourquoi, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, j'en vois je vais essayer de faire la même technique qui marche tout le temps, en tout cas qui a marché jusqu'à maintenant. Je vais aller taper aux portes. Salut, je fais de la teinture. Est-ce que ça t'intéresse? Ça me permettra aussi de rentrer un peu dans des milieux qui sont plus fermés par cette voie-là.
Donc le milieu de la scénographie, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, grosso modo, ça va être ça. J'ai des collaborations qui arrivent, qui sont très cool. Certaines sont plus petites, mais sont très intéressantes. Parfois, les plus petites sont plus intéressantes parce qu'elles permettent une latitude plus large. Donc voilà, tout dépend. Mais j'espère qu'il y en aura des très cool. Mais je veux minimiser mon temps minimiser en tout cas l'énergie que je mets là-dedans, parce que c'est pas forcément la plus rentable, mais ça participe aussi à la crédibilité et à la légitimité que peut avoir le milieu, en tout cas le milieu de la mode, sur ma pratique. Et alors, ma dernière question, Mathieu, c'est à qui tu voudrais passer ton micro en lien avec la teinture végétale? À qui est-ce que tu aimerais que j'aille interroger? Je crois que tu l'as pas encore reçu, Suzy Gallo de Color Ton Monde. Est-ce que tu l'as reçu? Je suis pas sûr. Je vais la recevoir. Je l'ai pas encore eu. Ok. D'accord. J'aimerais bien l'entendre. Et il y a également Romain de Rose Studio qui fait plus de la sérigraphie. Alors comment RO ouais. et Studio. Je crois que c'est comme ça. D'accord. Qui fait plus de sérigraphie, mais qui a vraiment une démarche sur la sérigraphie végétale. Il fait des choses avec du blanc d'œuf, avec du fromage blanc. Là, il fait des citrons qui ensuite il fait quelque chose, il chauffe les citrons, enfin il brûle les citrons, ça fait de l'impression. Alors je suis vraiment son truc avec passion, mais c'est super intéressant. Il est pas mal dans l'expérimentation sur l'impression. Du coup, lui. Mais du coup, voilà. Ok, super. Parce que l'impression, du coup, tu me demandais les choses que j'aimerais bien développer, c'est cet aspect sérigraphie, impression, que pour l'instant, je fais pas de manière végétale. C'est là-dessus que je voulais un peu... J'ai cru que c'était ça que t'allais me dire, en vrai, parce que je trouve que ça t'amène... Tout ce que tu m'as raconté, ça m'amenait un peu là-dessus. Je me suis dit, c'est bizarre, il en parle pas, alors peut-être que je me suis plantée, mais oui, j'avais l'impression que... On a reçu donc 4 épisodes avant toi, Marie Longhi, d'Atelier Télème, qui est spécialiste de la sérigraphie végétale, et en fait je me suis rendu compte que il y avait pas mal de techniques à découvrir, et du coup moi j'avoue que je vais aussi essayer d'avoir des invités qui soient plus là-dedans, donc ça me va très bien ton contact, parce que du coup ça permettra de creuser aussi la sérigraphie ou impression textile. Je sais qu'il y a un nom précis à donner, mais bon. Oui, la sérigraphie, c'est vraiment avec le cadran, mais aussi l'histoire de block print que les Indiens font beaucoup, qui est super passionnant. Mais que je connais sans connaître, j'ai pas encore expérimenté. J'attends de maîtriser pleinement certaines choses avant de passer à la suivante. Ouais, mais moi c'est pareil, il faut creuser parce que là je ne maîtrise pas. Bon écoute, merci beaucoup Mathieu. Je t'en prie. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!